Même des républicains demandent à Donald Trump d'arrêter d'utiliser le Department of Justice et son procureur général comme une simple extension de sa campagne politique, une extension de son équipe privée de défense criminelle. Selon les mots d'un républicain, il faudrait une personne sérieuse, un homme ou une femme, pour redonner un peu d'estime et de crédibilité au Department of Justice. Rien qu'à ce stade, on voit à quel point la barre a été abaissée. Ne pas transformer le ministère de la Justice en quartier général électoral est déjà présenté comme une exigence élevée. Mais est-ce vraiment le profil que Donald Trump recherche pour remplacer Pam Bondi? Non. Je vais répondre tout de suite. Cette question éternelle, Donald Trump va-t-il soudain se découvrir un cerveau, une morale et une éthique à temps pour choisir un procureur général approprié? Le camp pro-Trump vend toujours le même produit. Cette fois, ce sera différent. Mais quand on ouvre la boîte, c'est encore la même marchandise avec une nouvelle étiquette. Vous connaissez déjà la réponse. Non. Donald Trump est passé par 5 procureurs généraux pendant son premier mandat. 5. Il a commencé avec Jeff Sessions, terminé avec Jeffrey Clark, avec Bill Barr et d'autres entre les deux. Ce n'est donc pas une surprise que 6 mois après le début de son administration, il ait congédié Pam Bondi. Sous Trump, ce fauteuil ressemble vraiment à une chaise de plastique plantée en pleine tempête. Chacun pense être bien assis, puis un coup de vent politique suffit à tout faire basculer. Bien sûr, la grande question est maintenant de savoir qui sera congédié ensuite. Est-ce que Kash Patel, le directeur du Federal Bureau of Investigation, qui est aussi incompétent, sinon plus, que Pam Bondi sera lui aussi remercié? Selon certaines rumeurs, ça pourrait arriver dans les 30 prochains jours. On vient de voir Christine Noem être congédiée et d'autres seraient sur le point de partir pendant que Donald Trump essaie de réarranger les chaises sur le pont du Titanic à l'approche des élections de mi-mandat. C'est le style de gestion habituel. On change les personnes sans arrêt pour donner l'impression que la machine est réparée alors que tout le monde entend déjà le moteur brûler au loin. Concentrons-nous sur le poste de procureur général. Celui qui le veut, celui qui est probablement, même si je suis en désaccord avec lui sur absolument toutes ses positions au sein de l'administration, le seul adulte dans la pièce, c'est Todd Blanche, le numéro 2, le procureur général adjoint, l'homme qui a passé des années au bureau du procureur des États-Unis et qui connaît très bien la pratique fédérale. Qu'on l'aime ou pas, c'est lui qui a aidé Donald Trump à se sortir d'une série de dossiers criminels quand il était son avocat de défense. Encore une fois, je n'appuie pas ses politiques. Mais si l'on parle de quelqu'un capable de réellement faire fonctionner le bureau au lieu d'agir comme un simple exécutant politique, ça pourrait être Todd Blanche. Le simple fait que savoir faire fonctionner une institution soit ici un avantage remarquable montre à quel point ce camp a transformé les normes de recrutement en véritable loterie. Encore une fois, je n'aime pas ce qu'il a fait dans l'affaire Epstein, dans l'étouffement du dossier Epstein. Je n'aime pas le fait qu'il ait rencontré Ghislaine Maxwell pour tenter de lui obtenir une grâce. Et j'ai vu beaucoup de faiblesse de caractère chez Todd Blanche. Les gens de MAGA ne lui font pas confiance. Ils pensent qu'il est démocrate. Ils pensent qu'il n'est pas assez loyal envers le président. Pour eux, ce poste est un poste de pur exécutant politique. Dans cette logique-là, la compétence compte moins que l'obéissance. Et le droit ne sert plus que de décor derrière le pupitre. Et voici ce qu'un républicain Gaudy a dit être nécessaire pour le prochain choix au poste de procureur général. Quelqu'un que Donald Trump ne choisira jamais. En gros, il a dit que de bons faits font de bons avocats et que si vous obtenez un nobile, si le grand jury rejette une mise en accusation, vous n'avez aucune chance de gagner au procès. Il a dit que Todd Blanche est un vrai avocat, un vrai plaideur. Il a aussi dit que Liz Eldin ferait un excellent travail et que John Ratcliffe ferait un excellent procureur général, même si ce n'est pas un nom qu'on entend souvent. Mais surtout, il a dit qu'il faut changer nos attentes envers le procureur général. Ce poste ne devrait pas être une extension d'une opération politique. Ce devrait être un homme ou une femme sérieux qui suit les faits. Et il faut sortir la politique du ministère. Cette phrase paraît simple, mais dans l'orbite de Trump, elle ressemble presque à une proposition d'apporter un extincteur dans un lieu où tout le monde débat encore pour savoir s'il y a vraiment un incendie. Maintenant, pensons aux personnes que Donald Trump envisage au lieu de Todd Blanche. Parce que s'il voulait vraiment choisir Todd Blanche, il pourrait le faire, j'imagine, mais il a seulement été annoncé comme procureur général par intérim, dans la même phrase. Donald Trump aurait pu dire «
et je vais présenter sa nomination au poste de procureur général. Mais il ne l'a pas fait. Évidemment, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé à huis clos. Ce qu'on sait, c'est que Donald Trump, en route vers la Cour suprême pour les plaidoiries sur le dossier de la citoyenneté par naissance, se trouvait avec Pam Bondi et l'a congédié en chemin. C'est glacial, mais c'est ce qui s'est passé. Le style de réunion de ce camp est très particulier. On gère le personnel en voiture comme si gouverner un État n'était qu'un segment de plus dans une émission de télé-réalité. Permettez-moi de passer en revue les candidats potentiels qui pourraient figurer sur la courte liste de Donald Trump. Parfois, on se trompe sur la courte liste. Quand on a appris, il y a 1 an et demi, que Aileen Cannon, la juge de Miami, était considérée pour le poste de procureur général, qu'elle était en tête de liste et que cette information avait été coulée par l'administration Trump, sans jamais être démentie, ou par l'équipe de transition Trump, sans jamais être retirée, nous n'avons pas pensé que Matt Gaetz serait le choix naturel suivant. Nous avions d'autres personnes en tête. Todd Blanche était déjà là, au numéro 2 de l'organigramme. Nous pensions qu'il serait peu être simplement promu. Et puis la carte surprise, Matt Gaetz a eu un petit problème avec des allégations de trafic sexuel impliquant des mineurs et n'a pas pu franchir la ligne d'arrivée. Dans l'univers du recrutement à la Trump, carte surprise est souvent simplement une manière polie de parler d'un choix qui oblige toute la salle à faire, semblant que tout cela est parfaitement normal. Puis nous nous sommes dit, passons la liste en revue. Et l'un des noms qui circulait était celui du gouverneur républicain Ron DeSantis. Pourquoi ? Parce qu'il arrive à la fin de son mandat en Floride. Il ne peut plus se représenter. Et Trump, même s'il a été un rival de Trump pour l'investiture, s'est plus ou moins rangé et exécute maintenant tout ce que Trump souhaite. On voit le propre procureur général de Ron DeSantis, un avocat d'une trentaine d'années dont je n'avais jamais entendu parler, faire constamment la promotion de l'agenda pour attirer l'attention de l'administration Trump. Ron DeSantis est au moins avocat, ancien marine. Je n'aime rien chez lui ni dans ses politiques. Je pense que c'est une fouine. Je pense que plus on apprend à connaître Ron DeSantis, moins on l'apprécie. Mais si vous voulez lui donner un poste et peut être le positionner pour 2028, alors vous lui donnerez le poste de procureur général. Un poste pour lequel il a pourtant déjà été écarté une première fois. Mais il ne va pas rétablir la confiance dans le fait qu'il s'agit d'un Department of Justice indépendant, libre de la corruption et de l'emprise de Donald Trump. Ce n'est pas Ron DeSantis. Pour le camp pro-Trump, indépendance est un mot qu'on applaudit quand les autres servent leurs intérêts. Dès qu'une institution refuse d'obéir, elle est aussitôt accusée de trahison. Passons donc à Lee Zeldin. C'est encore pire. Je pense que Lee Zeldin, un ancien député peu connu de Long Island que Donald Trump a nommé à la tête de l'Environmental Protection Agency, après sa défaite contre Kathy Hochul dans la course au poste de gouverneur de l'État de New York, a été complètement mauvais pour ce rôle. L'Environmental Protection Agency, c'est important, non ? Il est censé nous protéger contre l'air pollué et l'eau contaminée. Au lieu de cela, il a complètement démantelé l'Environmental Protection Agency, l'a remise solidement dans la poche du grand pétrole, du grand charbon et des grands combustibles fossiles. Et il a saccagé le cadre réglementaire sous toutes ses formes. Et quand il ne fait pas ça, il passe son temps à promouvoir l'agenda politique de Donald Trump. C'est la formule habituelle. Confier un organisme censé protéger le public à quelqu'un surtout occupé à satisfaire les bailleurs de fonds et la machine de propagande. C'est un avocat. Il a étudié à Albany Law School. Très bien. Il a surtout été avocat militaire. Il n'a aucune expérience en cour fédérale ni à la Cour suprême. Il n'a pas été auxiliaire juridique dans le système fédéral. Il n'a pas été auxiliaire à la Cour suprême des États-Unis. Il n'a pas été procureur des États-Unis, ni rien du genre. Au mieux, il a travaillé dans des tribunaux militaires pour des cours martiales et d'autres procédures. C'est un corpus juridique complètement différent. Une procédure complètement différente. Mais Donald Trump s'en fiche. Il veut simplement quelqu'un qui exécutera ses ordres politiques. S'il se souciait de l'expérience, du jugement et des compétences, il n'aurait pas placé Lindsey Halligan dans l'un des bureaux de procureurs des États-Unis les mieux cotés dans le district et de la Virginie avant qu'elle ne doive démissionner dans la disgrâce, ni nommé Alina Habba, sans aucune expérience de poursuite, comme procureur des États-Unis de courte durée, et elle aussi discréditée
au New Jersey, ni placer John Sarcone comme procureur des États-Unis de très courte durée dans le district nord de l'État de New York. Il s'en fiche. C'est pour ça que Lee Zeldin a tout son sens dans l'univers de Donald Trump, même si cela ne correspond pas à ce que Gowdy souhaite pour le prochain remplaçant. Dans ce modèle, le plus beau CV n'est pas un CV juridique, c'est un CV prouvant qu'on est prêt à transformer la loi en micro de campagne. Revenons un instant à Todd Blanche. Todd Blanche s'est attiré les foudres de MAGA principalement parce que il a dit à des gens à l'intérieur du Department of Justice qu'il y avait certaines choses qu'il refusait de faire, qu'il ne s'abaisserait pas à ce point pour lancer des dossiers fragiles contre les rivaux politiques de Donald Trump ou contre Antifa, quoi que ce terme soit censé vouloir dire. Et il a simplement refusé. Beaucoup de gens dans l'univers de Trump, blâmant en fait non pas Pam Bondi, désormais parti est discrédité, mais Todd Blanche. En fait, un homme du nom de Peter Ticktin, ancien camarade de chambre de Donald Trump à l'Académie militaire au secondaire, et celui qui s'occupe du sale boulot juridique et des dossiers que d'autres refusent de toucher pour Donald Trump, a dit ceci récemment au sujet de Todd Blanche. Dès que quelqu'un de la machine conserve encore une ligne rouge minimale, il devient immédiatement un problème à régler. Il a dit que malheureusement, ils n'obtiennent pas la coopération dont ils ont besoin. Il a dit que celui qui dirige réellement les choses maintenant au Department of Justice, même si Pam Bondi en est officiellement la tête, c'est Todd Blanche. Il a dit que Todd Blanche échoue sur tous les plans. À cause de lui, il n'a obtenu aucune grâce depuis mai. À cause de lui, il veut que les J6ers ne soient pas indemnisés pour tout ce qu'on leur a fait subir. À cause de lui, ils n'obtiennent pas ce dont ils ont besoin au sujet des machines Dominion. Et ainsi de suite. Il s'est aussi attaqué à Todd Blanche sur le plan personnel en disant que jusqu'au 4 janvier 2024, il était démocrate inscrit puis qu'il avait représenté Donald Trump dans le dossier Stormy Daniels et qu'il ne savait pas si ce léopard avait vraiment changé ses tâches. Il a dit que tout ce qui devrait avancer pour faire fonctionner la présidence de Donald Trump est bloqué intentionnellement par cet homme et que ce n'est pas par incompétence, parce que Todd Blanche est intelligent et très capable. Il a dit que c'est parce que Todd Blanche fait volontairement le contraire de ce que Donald Trump a ordonné. À l'entendre, on comprend très bien que pour ce camp, travailler efficacement veut dire servir le scénario prévu à l'avance, sans commettre l'erreur de trop respecter la procédure. Quand j'ai entendu ça, je me suis dit, voilà Ticktin qui, au nom de Donald Trump, essaie de déstabiliser Todd Blanche. C'était comme un test de loyauté. Donc, si Todd Blanche dit en interne qu'il y a des choses auxquelles il ne s'abaissera pas, alors la question devient qui, lui, s'abaissera jusque-là. Et je pense qu'un type comme Lee Zeldin le ferait certainement. Et si nous n'essayons pas de restaurer un minimum de confiance du public américain dans la crédibilité, l'éthique ou l'indépendance du Department of Justice, alors un autre nom circule et c'est Jeanine Pirro, encore pire. Qui s'abaisserait jusque-là pour répondre à la question de Todd Blanche? Jeanine Pirro, une exécutante politique de première catégorie, sans expérience comme procureure fédérale, qui s'est occupée de poursuites qu'elle n'aurait pas dû mener, et qui a été déboutée par des grands jurys et des juges dans le district de Columbia comme procureure des États-Unis. Elle a été, vous savez, sur Fox and Friends et sur Fox. Elle avait été procureure de comté à Westchester, dans l'État de New York, pendant des années. Son mari a eu un petit problème de corruption, un léger problème de pot de vin, mais elle a toujours été loyale envers Donald Trump, a toujours fait son travail pour lui sur Fox et a obtenu le poste de procureur des États-Unis. Et maintenant, elle s'active à poursuivre les cibles politiques de Donald Trump, comme le président de la Réserve fédérale, Jay Powell. Encore une sélection bien dans le style maison. Plus quelqu'un maîtrise le rythme du studio télé et le ton des grandes déclarations, plus il est présenté comme qualifié pour diriger une institution publique. Quand elle n'a pas obtenu ce qu'elle voulait et que le juge fédéral Boasberg a mis fin aux poursuites criminelles en concluant qu'il n'y avait absolument aucune preuve, elle a explosé. Ce qu'elle a dit, en substance, c'est que Jérôme Powell bénéficiait maintenant d'une immunité qui empêchait son bureau d'enquêter sur la Réserve fédérale et que c'était inacceptable et sans fondement juridique. Elle a dit que la décision du juge Boasberg allait directement à l'encontre de l'avertissement de la plus haute cour, selon lequel les tribunaux et les juges ne doivent pas et ne peuvent pas imposer au grand jury des mini-procès et des démonstrations préliminaires qui entravent l'enquête d'un procureur et frustrent l'intérêt public dans une administration juste et rapide de la justice. Elle a terminé en disant que personne, mes amis, n'est au-dessus des lois et que cette décision scandaleuse serait portée en appel par le Department of Justice des États-Unis. Le camp pro-Trump aime beaucoup reprendre le slogan
Personne n'est au-dessus des lois, pourvu que la phrase soit dite dans la bonne direction de caméra et qu'elle ne revienne jamais vers les siens. Bon, voilà où on en est. Mais il pourrait y avoir une carte cachée. Permettez-moi de me concentrer sur un nom en particulier, Eileen Cannon. Eileen Cannon, que Donald Trump voulait récompenser pour son excellent travail comme juge personnel, en rejetant l'acte d'accusation de Mar-a-Lago contre Donald Trump pour espionnage et obstruction à la justice, et en congédiant de fait le procureur spécial Jack Smith, selon son interprétation tordue, jamais vue en 200 ans de Constitution, concernant la nomination et la confirmation requise pour un procureur spécial. Elle figurait sur la courte liste quand ils sont arrivés au pouvoir. On dit aussi qu'elle est sur la courte liste, tenez-vous bien, pour la Cour suprême des États-Unis. Et tout le monde a vu que tout ce qu'elle fait depuis ressemble à une audition pour la Cour suprême des États-Unis. Ici, les critères de promotion ressemblent à un concours de talent, sauf que l'épreuve principale consiste à interpréter la loi de la manière la plus utile possible pour le patron politique. Elle s'est occupée de l'un des auteurs présumés de tentatives d'assassinat contre Donald Trump et l'a condamné à la prison à vie. Elle a présidé le dossier Mar-a-Lago alors qu'elle aurait dû se récuser. En ce moment, elle préside aussi une procédure de grand jury visant, vous savez, 130 personnes dans une vaste conspiration censée avoir tenté d'abattre Donald Trump en 2006 et en 2020, procédure menée à partir du bureau du district sud de la Floride. Je pense qu'il ne la nomme pas procureur général. Il la laisse juge parce qu'il a besoin d'elle en Floride pendant qu'il est encore au pouvoir. Et plus tard, s'il y a une ouverture à la Cour suprême des États-Unis, je n'arrive pas à croire que je prononce ces mots, il envisagera Eileen Cannon. Elle est très haut placée sur la liste. C'est typiquement le calcul de Trump. Garder la bonne personne au bon endroit, là où l'intérêt politique en a le plus besoin. Puis appeler ça le respect des institutions. Ce qui nous amène à une autre personne de Floride. Donald Trump aime choisir des gens de Floride pour le poste de procureur général. Je pense que l'actuel procureur général de Floride est trop jeune pour ce poste, même selon les standards de Donald Trump. Matt Gaetz est éliminé. On vient de parler de Pam Bondi, une avocate de Floride qui avait été procureur général en Floride avant d'être choisie comme procureur général des États-Unis. Et que dire de ce gars dans le district sud de la Floride, Jason Redding Quinones. Jason Redding Quinones. Personne n'avait jamais entendu parler de lui. Il a été brièvement juge à la cour de circuit de l'État à Miami en Floride, puis il a servi dans l'armée, a travaillé au bureau du procureur des États-Unis, mais apparemment, c'était au mieux un étudiant de niveau C. Et il n'a pas été promu comme il l'espérait. Le voilà maintenant procureur des États-Unis à courir partout pour faire le sale boulot politique de Donald Trump contre ses cibles. Militaire. Je pense qu'il était dans le corps des marines. Juge d'État, procureur des États-Unis, proche de gens comme Ed Martin, qui dirigeait auparavant le comité de Donald Trump sur la weaponization au Department of Justice. Il a les références et les lettres de noblesse version MAGA pour être accepté par les Laura Loomer de ce monde. Alors, je vais le surveiller de près. En clair, dès qu'on est sur la bonne fréquence avec l'écosystème MAGA, le dossier devient soudain beaucoup plus brillant, tandis que la question de l'indépendance se retrouve repoussée tout au bout de la file. Ron DeSantis en a parlé. Lee Zeldin est probablement en tête. Mais ne soyez pas surpris si je reviens ici pour parler de l'un de ces 5 noms ou de quelqu'un d'autre complètement, qui n'a même pas été véritablement examiné et qui prendra la tête du Department of Justice. Je pense que Todd Blanche a environ 20% de chance. Je pense que Lee Zeldin a environ 50% de chance. Et tous les autres suivent derrière. Et voilà le tableau habituel. Une sélection pour un poste qui devrait défendre l'état de droit, mais qui fonctionne comme une audition pour trouver la personne la plus loyale au récit de Trump. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Perspective politique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.